Comment savoir quelles features prioriser? C'est grâce à la donnée. C'est vraiment sur bien comprendre, organiser son cycle de vente, ne rien laisser au hasard. Ça, c'est important. Tout est dans le travail de recherche. Toujours pousser mes équipes à retourner, à inviter leurs clients. C'est du WhatsApp, c'est du Slack, c'est du Zoom et c'est tous les jours qu'ils sont en relation avec leurs clients. Ça échange. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, couturier, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence de consultants et de recrutement experte en business développement. Nous partons ensemble à la recherche de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performers, pour vous partager leurs histoires et tips et pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Grimbaum, VP Sales South Europe de la société Amplitude, solution SaaS américaine, de comportement de consommateurs en ligne. Il va nous en dire un peu plus. Jérémy, ravi de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour Pierre-Michel et merci de votre invitation. En plus, petite anecdote, Jérémy, parce que vous êtes installé à quasiment en face de nos bureaux, donc le chemin n'a pas dû être compliqué pour toi aujourd'hui. C'est ça, on est au 10 et vous êtes au 11, donc c'est top. C'était plutôt court comme trajet. C'était une bonne surprise, on a fait une petite visio de préparation, mais en fait on aurait pu se prendre un café tous les deux. Jérémy, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà rapidement tu peux te présenter? Quel est aujourd'hui ton poste, ton périmètre du poste? Ça fait combien de temps que tu as pris tes fonctions et le nombre de personnes aujourd'hui que tu manages dans tes équipes? Absolument, donc je suis arrivé chez Amplitude en avril cette année pour prendre en charge la région France, Europe du Sud et Middle East. Et j'ai une équipe de commerciaux d'une dizaine de personnes. Et puis ça prend en compte une vingtaine 30 personnes à peu près sur la région. Donc que ce soit des sales, des avant-ventes, des CSM, professional services, marketing, partners, voilà, organisation classique. Ça va, tu dois pas t'ennuyer en ce moment alors. Oui, parce que pour rappel, on est mi-décembre 2023, donc grosse période de rush, fin de Q4, fin de l'année, après une année 2023 autre en couleur, on aura l'occasion d'en rediscuter. Est-ce que déjà aussi tu peux nous présenter ta société et surtout aujourd'hui à quoi répond Amplitude comme problématique pour ses clients? Absolument, Amplitude c'est une plateforme d'analyse de données digitales ou numériques, comme on dit, qui permet à nos clients en fait, d'avoir une vue d'ensemble du parcours de leurs utilisateurs, de leurs clients, tout en étant self-service. Et donc on va répondre à des cas d'usage qui sont l'acquisition, la rétention, la transformation du gratuit en payant, et également la vélocité, comment améliorer cette vélocité, récupérer des meilleurs insights de leurs clients, savoir où ils en sont de leur parcours, pourquoi ils s'en vont avant la finalisation, et puis de pouvoir leur permettre de faire de l'upsell également. Donc d'avoir une meilleure visibilité pour développer de meilleurs produits toujours et réfléchir en croissance, en acquisition, mais également en coût d'acquisition et en ce qu'on appelle la long time value. Voilà. Votre portefeuille client, c'est plutôt effectivement des sociétés e-commerce, c'est plutôt des solutions SaaS. Votre client type, c'est qui? Alors, de la petite entreprise digital native qui a une application, qui a un site web au grand compte. Et je pense qu'en France, on a de la chance, on a beaucoup de clients qui sont extrêmement digitaux, qui ont entamé leur transformation numérique et qui ont des applications, des sites web et donc qui ont besoin d'avoir tous ces insights pour comprendre comment améliorer cette interaction avec leurs clients. Je comprends. Amplitude est présent en France depuis combien de temps? Depuis, je dirais, c'est la 5e année en France. La société a été fondée en 2012 aux États-Unis par les 3 fondateurs qui sont toujours là. Spencer Stakes qui est le CEO. Effectivement, on a aujourd'hui 3 plateformes 3 produits au sein de la plateforme qui sont l'analytics, donc l'analyse de données, qui sont Amplitude Experiment, donc faire tout ce qui est expérimentation, tester avant la mise en place des nouvelles solutions, et puis la partie CDP, donc Customer Data Platform, et récemment également toute la partie Session Replay avec l'expérience utilisateur. Et donc la société est rentrée en bourse au Nasdaq via une cotation directe en septembre 2021. Siège social San Francisco. Il y en a 3 bureaux en Europe qui sont Paris, Amsterdam et Londres. Et entre le moment
où Amplitude s'est implanté en France et en Europe du Sud. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu déjà des évolutions dans la stratégie commerciale? Ah, complètement, ouais. Complètement, et on vient de lancer ce qu'on appelle le PLG, donc le Starter Plus, qui est la possibilité pour nos clients de souscrire déjà à un plan avec un nombre d'utilisateurs unique, avec des events également, et donc de pouvoir être vraiment autonome sur la prise en main de l'outil, la souscription, alors qu'auparavant, il fallait vraiment être en interaction avec nos commerciaux. Donc on a beaucoup évolué sur la segmentation, sur les produits. On n'avait que Product Analytics. Maintenant, on a vraiment la partie expérimentation, CDP, et c'est ce qui nous différencie de nos concurrents qui sont sur chacune des briques, mais on est les seuls à avoir une dimension plateforme. Ok, bah, c'était justement une question. C'est un marché très concurrentiel sur lequel vous êtes? Alors, il est concurrentiel sur chacune des briques. Il y a des concurrents franco-français qu'on ne citera pas. Il y a des concurrents américains dans chaque région. Et l'analyse de données digitales, effectivement, est importante. Et on a des concurrents qui vont être présents surtout auprès des petits comptes ou auprès des grands historiques, des grands clients entreprises, comme on dit. Mais sur cette dimension plateforme, de bout en bout, qui permet vraiment à une entreprise marketing, une entreprise produit ou data, d'être autonome et d'avoir une solution vraiment intégrée. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que sur ces dernières années, l'objectif d'Amplitude, ça a été vraiment d'élargir son offre pour devenir un must-to-have, et vraiment de pouvoir s'intégrer à 360 sur les besoins du client, plutôt qu'être vraiment très niché sur une particularité. C'est vraiment ça le point de différenciation d'Amplitude ces dernières années en termes de strat. Effectivement, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients et surtout leur cas d'usage. Bon, je vais passer du coq à l'âne, mais à chaque fois tes réponses m'évoquent des choses différentes. Justement, comment réagissent les sales lorsque ta plateforme évolue? Est-ce que c'est difficile pour eux d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités? Est-ce que ça nécessite de restructurer les équipes? Parce que là, tu m'as cité effectivement encore une nouvelle évolution d'Amplitude. Je pense peut-être qu'il y en aura d'autres. Comment ça se gère ça en tant que VP, en tant que Head of Sales, la proposition de nouvelles USP, de nouvelles valeurs? Tout va jouer dans la communication au départ. Effectivement, quand on est transparent, quand on explique la stratégie, pourquoi on fait les choses, c'est différent que d'imposer des choses à une équipe. Je pense que ce n'est pas uniquement lié à des équipes sales, mais c'est pour tout le monde. Et donc à partir du moment où on a la bonne compréhension des enjeux, de pourquoi les choses sont faites, pourquoi on les met en place, et puis aussi l'enjeu business, c'est-à-dire qu'on a un différenciant par rapport au marché, c'est-à-dire qu'on va aller gagner des parts de marché, c'est des opportunités supplémentaires. Et donc, que ce soit sur des clients existants, de leur proposer des solutions supplémentaires, et qui va venir aussi augmenter, nous, notre part de marché chez les clients, mais aussi à nos clients de pouvoir faire des économies d'échelle et d'aller plus loin aussi dans leurs enjeux et avec leurs clients, et de transformer plus rapidement, de prendre des décisions plus rapidement, d'avoir des insights qui sont plus pertinents aussi pour eux. Ça permet à nos équipes effectivement d'avoir un spectre plus large et de cibler aussi d'autres clients, pourquoi pas, et d'aller gagner ces parts de marché aussi. Donc effectivement, ça nécessite de s'impliquer, d'apprendre, de se former, mais je pense que c'est le propre d'un sales, c'est d'avoir de la curiosité aussi. Justement, tu me parlais un peu des clients et de l'approche client. Lorsqu'on avait préparé rapidement le podcast, tu me parlais d'un objectif sur 2024 de premiumisation de votre portefeuille client. Ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment dans les stratégies commerciales. Alors, je ne me rappelle plus exactement dans quel contexte, mais si on parle du PLG, donc, qui est vraiment aujourd'hui une nouvelle manière de capter le marché et de permettre à nos clients plus facilement d'accéder à nos solutions, ça va être de démarrer avec des premiers cas d'usage, de ne pas avoir de limitation. Et puis quand ils auront développé, quand ils auront acquis certaines KPI et rencontrer aussi les limites de la solution qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir aller sur la version supplémentaire et de pouvoir se développer avec nous. Et donc ça, c'est aussi de passer ce qu'on appelle du freemium au premium aussi, et c'est d'aller plus loin avec nous et d'acquérir des plans supplémentaires. Parce que là, aujourd'hui, vos interlocuteurs, c'est plutôt les directions marketing. D'origine, c'est plutôt les directions produits. D'accord.
Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'applications, c'est pour ça qu'on parle de sites web. Et donc, ça leur permettait de mieux comprendre quel type de features, là où il fallait aller. Si on prend l'exemple, par exemple, de Canal+, quelques mois après avoir mis en place Amplitude, ils ont apporté d'importants changements aux applications. Et donc, ils ont multiplié le taux de conversion par 3, par exemple. Et c'est ce type d'insight qui va être important pour nos clients, favoriser la prise de décision. Et ensuite, c'est les équipes data qui ont besoin aussi d'avoir une meilleure compréhension, meilleur insight pour mieux comprendre et mieux accompagner les équipes. Et puis les équipes marketing, effectivement, qui au départ avaient peut-être des besoins d'acquisition, de pipeline, tout dépend de l'activité, mais de basculer aussi sur cette dimension de CAC également, comme on le disait, et de life cycle aussi. Ok. C'est quoi la spécificité de cette cible responsable produit ou ils fonctionnent comment? C'est quoi leur budget? C'est quoi leur cycle de décision? C'est quoi les techniques d'approche pour ces personnes-là? On va leur parler déjà de leur métier, c'est-à-dire que tout dépend de la data. Pour mieux prendre des décisions, il faut avoir des meilleures data. Et donc leurs objectifs, ça va être soit l'acquisition, ça va être soit la rétention, soit la transformation, soit d'accéder à l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et donc ça va être comment capter cette data et comment la mesurer, comment l'exploiter au mieux. Et là, on parle vraiment de leur métier, ce dont ils ont besoin au quotidien pour pouvoir travailler. Et on a des clients qui nous parlent aussi d'accélérer dans leur rythme dans leur sprint de mise en place de nouvelles features. Et donc, s'ils veulent garder cette avance, c'est toutes les 3 semaines qu'ils veulent sortir des nouvelles features. Et comment savoir quelles features prioriser? C'est grâce à la donnée. Ok. Et les décisionnaires finaux? Ou c'est des cycles de vente longs et complexes parce que tu es multi-interlocuteur, multi-décisionnaire, ils vont chercher quel budget? Ils ont leur budget, les marketing ont leur budget, les data ont aussi leur budget, et après quand on arrive à les mettre autour de la table, effectivement c'est comme ça qu'on gravite sur des grands comptes. Après dans les petites structures c'est beaucoup plus simple, mais plus on monte, et c'est comme toute solution, que ce soit dans toutes mes expériences, à partir du moment où on commence à parler de gros budgets, on commence à parler de plusieurs équipes, il faut aligner tout le monde. Et donc, ça passe par des cycles de décision qui sont plus complexes. Et c'est pour ça que ça demande plus d'expérience aussi. Yes. C'est un peu l'avantage et les inconvénients effectivement d'avoir des offres SaaS à tiroir ou qui répondent à plusieurs enjeux. C'est qu'après derrière ça complexifie le cycle de vente. Et justement, qu'est-ce que tu mets en place toi dans tes équipes sales, soit pour les former à bien cartographier le compte ou est-ce que tu as mis en place des outils, des process? Est-ce que vous avez un savoir-faire spécifique? Alors classiquement on utilise le Medpeak. Et je pense que l'application du Medpeak, quand on le fait correctement et intelligemment, ça a beaucoup de sens. Et donc, c'est de les accompagner sur les plus jeunes et même sur les anciens. Le métier d'un leader, c'est de voir comment on peut mieux les supporter aussi. Et donc, ça leur permet de prendre du recul, ça leur permet de les challenger un petit peu sur des choses qu'ils ont pu oublier. Le command of control, c'est d'être, comme ça le dit, en contrôle de son opportunité, de son cycle de vente, d'aligner tout le monde, de ne pas oublier de personne, de comprendre un petit peu les enjeux, de poser les bonnes questions, de travailler en équipe pour cartographier un petit peu toutes les parties prenantes dans le cycle de décision. Et puis le value selling. Voilà. Si on commence à parler features et qu'on ne comprend pas ce que le client essaie de mettre en place et quels sont ses KPI métiers et la valeur qu'on va pouvoir lui apporter, on reste sur des features like to like quand on se compare à la compétition. Donc la value selling, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok. Et quel est selon toi, dans tous ces sujets que tu as évoqués, le sujet sur lequel tu as envie de plus travailler avec les équipes sur 2024? C'est vraiment sur bien comprendre, organiser son cycle de vente, ne rien laisser au hasard. Ça, c'est important. Et ce que j'essaie d'expliquer aux équipes, et je pense que ça fonctionne plutôt bien, et c'est partout pareil, mais c'est d'essayer de comprendre à chaque niveau dans le management quelle est la visibilité qu'on a de leur activité. Moi, je le suis au quotidien avec eux, donc je comprends ce qu'ils font, je sais ce qu'ils font. On parle de pipeline, donc c'est d'aller chercher toujours et d'avoir le meilleur conversion rate, le meilleur win rate aussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de bien appliquer ces méthodologies. Il y en a d'autres, mais celles-ci ont de la valeur aussi. Et donc, c'est de vraiment comprendre ce qu'on attend d'eux et quelle est la vision à chaque niveau de management qu'on peut avoir de leur travail. Et donc, le système, l'hygiène, dans les outils, ça prend
quelques minutes par jour, mais quand on est prédictible, quand on pose les bonnes questions, quand on implique le management au bon niveau et au bon moment, et qu'on sait activer les bonnes personnes et demander de l'aide, je pense que c'est important. J'avais un leader, un CRO dans une de mes expériences précédentes qui me disait tous les matins en te rasant, tu dois te demander qui va travailler pour toi dans l'entreprise. Tu n'es pas seul. Et on perd souvent seul, mais on gagne souvent en équipe. Et donc, c'est d'apprendre aussi à sortir du bois. Et c'est de demander de l'aide et d'impliquer les bonnes personnes dans les bonnes équipes qui vont nous aider, qui vont travailler pour nous. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui est facilement fait dans les équipes sales de manière générale, de savoir demander de l'aide, soit à d'autres sales, à son head of sales, son manager, son collaborateur? Je pense que c'est une question de culture aussi, et je pense que les jeunes, quand ils arrivent, ils ont envie de démontrer qu'ils y arrivent par eux-mêmes, qui sont capables, alors qu'au final, c'est en demandant de l'aide et c'est en impliquant tout le monde, et c'est en démontrant qu'on sait articuler un cycle complexe en impliquant beaucoup de personnes dans l'équipe qu'on démontre qu'on sait le faire. Et donc, et qu'on démontre qu'on sait conduire un bus avec tout le monde dedans et les emmener et en leur expliquant comment on va y arriver au bout, quoi, J'entends. à destination. Et justement, ton équipe commerciale, comment elle est structurée pour répondre à ces problématiques de vente complexe et c'est quoi la durée de votre cycle de vente moyen, en règle générale? On va dire c'est assez classique, hein. C'est de 6 à 18 mois pour vraiment des gros deals complexes. Je ne parle pas du premier land, mais quand on veut vraiment construire un deal, qu'on veut tous aller chercher le deal à 1 million et plus, ça prend plus de temps. Et donc, il faut rentrer par un premier pilote, il faut démontrer, il faut convaincre, et ensuite, il faut aller graviter dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment le travail d'un account manager. Mais au départ, cet account manager doit être la personne qui doit aller chercher son opportunité, faire du pipeline, chasser, convaincre, closer le premier deal, et puis ensuite faire son travail. Donc, effectivement, il faut avoir plusieurs outils et plusieurs flèches à son arc, quoi. Ok. Oui, donc dans votre programme de carrière, c'est effectivement le sales qui passe à compte manager sur le compte qu'il a ouvert et qui continue de développer. Alors, il y a la segmentation, hein, les comptes plus petits où il y a de la vélocité et on va se faire nos armes et on va apprendre. Et puis, il y a des pépites aussi dans ces petits comptes-là qui vont se développer et devenir des comptes à multimillions d'utilisateurs et donc à plusieurs millions de dollars aussi de revenus, on l'espère tous. Et puis après, il y a les comptes mid-market, les comptes enterprise, effectivement. Et la marge de progression, elle est de réussir à naviguer dans ces cycles de vente complexes et d'impliquer encore une fois les bonnes personnes. Il faut apprendre pour ça et pas essayer de garder l'information et de la sortir quand on est vraiment en contrôle. C'est comme ça qu'on fait des deals soit ratés, soit des plus petits deals. Mais effectivement, d'impliquer son président qui va venir ou son CRO ou son directeur régional, et c'est de l'emmener en clientèle, c'est d'essayer d'ouvrir aussi les chakras du client. Ça permet aussi de débloquer l'accès à des C-level et d'aller leur vendre la valeur et d'aller effectivement aider l'équipe en face à aller chercher un budget plus petit, sinon on reste sur un petit budget. Et dans tes équipes, l'équipe commerciale est structurée comment? Aujourd'hui, elle est structurée par segment de marché, donc les petits et moyens comptes, les mid-market, on va dire, ou commercial, et puis les comptes enterprise. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça l'année prochaine, mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la propensité, comme on dit propensity en anglais, des comptes à pouvoir se développer. Et en fonction de ce que l'on vend, souvent la segmentation est faite par rapport à la taille des comptes, par rapport à leur nombre d'employés, alors que ce n'est pas ce qui définit aujourd'hui pour nous notre capacité à un client à acheter, c'est plutôt leur taille d'événement, en fonction de leur nombre d'apps, en fonction de leur cible de clientèle. Et donc on a des petits comptes où ils sont 70, où ils ont 50 millions d'utilisateurs uniques par jour. Et voilà. Et donc à partir du moment où on arrive à ces niveaux d'utilisateurs, on arrive à des niveaux de revenus, de propositions et des cycles de décision qui sont aussi plus importants. Et
au sein des équipes, est-ce que tu as des SDR ou BDR, des accounts exécutifs, après derrière des CAM, ou tu as des BizDev qui font tout le cycle de vente et après qui repassent le bébé à des CAM? Alors on a de la chance, on a des SDR, donc qui font de la outbound, qui travaillent main dans la main avec les commerciaux. Les commerciaux prennent la main. Par contre, ils savent très bien que c'est à eux de mener la danse, c'est à eux de montrer l'exemple et que si eux ne se mettent pas à faire de la chasse et de la prospection, ça n'arrivera pas tout seul. Il y a des équipes marketing, il y a des équipes partenaires aussi. Et donc, c'est vraiment un chef d'orchestre. Et donc, il doit donner sa vision et sa stratégie dans un territory planning. Et ce que je leur ai expliqué, c'est que le territory planning, on ne le fait pas au début d'année et puis il reste dans son dossier. Il doit être revisité régulièrement en fonction de l'actualité d'un client, en fonction des résultats, en fonction de la compétition sur certains clients. Et donc être capable aussi de réorienter les choses avec ses équipes et identifier les bons partenaires qui vont nous accompagner en amont, qui sont présents ou qu'on peut amener avec nous, avec les équipes avant-vente également. Et sur des clients existants, eh bien, ça va être avec l'équipe CSM qui est en charge de l'adoption, qui est en charge de faire en sorte qu'il y ait plus d'utilisateurs, qu'il y ait une meilleure compréhension des outils et qu'on aille élargir les cas d'usage également et donc favoriser le taux d'expansion à la fin. Yes. Justement, sur ce taux d'expansion, euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui les bonnes méthodes de prospection? Parce que tout d'un coup, tout le monde lève la tête en se disant il faut que je prospecte, il faut que je prospecte après une année 2023 compliquée. Est-ce que pour toi c'est le call call? Est-ce que c'est la reprise d'événements physiques, de salons? Est-ce que c'est les rendez-vous physiques? C'est quoi toi les pistes que tu aimerais explorer qui te semblent les plus pertinentes pour booster un peu le new logo? C'est tout ça, et je pense qu'il faut essayer de se démarquer. Si je regarde moi, par exemple, sur mon profil LinkedIn, je dois recevoir un nombre de sollicitations tous les jours, que ce soit pour des locaux, que ce soit pour m'aider à prospecter, que ce soit pour le marketing, plein de choses. Et on a la chance d'avoir énormément d'entreprises en France qui démarrent et qui ont besoin aussi de clients et donc qui viennent nous solliciter. Mais je ne suis pas toujours le bon interlocuteur, j'ai pas toujours le temps et c'est pas toujours le bon moment. Et donc effectivement, il y a des événements physiques, il y a des dîners, on passe par des partenaires qui organisent, qui ont leur propre réseau. Les SDR doivent trouver un moyen aussi de se démarquer, c'est-à-dire que de leur dire on a une solution, vous avez des enjeux, ça suffit plus. Donc on essaye de faire des vidéos, on essaye de leur dire voilà. En fait, tout est dans le travail de recherche. Et donc à partir du moment où on a bien cartographié et que on sait se faire introduire par une bonne personne, c'est-à-dire que par exemple on sait qu'on a un partenaire qui a travaillé ou qu'on a un ancien collègue qui peut nous introduire auprès d'une personne qui n'est pas spécialement la bonne cible mais qui elle peut nous introduire auprès de la bonne personne dans l'entreprise, ça change la donne. Ça Le change la referral. donne. Le referral pour moi c'est un accélérateur, c'est d'utiliser aussi son réseau, c'est d'utiliser ses execs. Et donc faire un mapping, quand on fait ce territory planning, il faut le faire sur certains comptes, mais d'avoir ce mapping de decision maker, de savoir qui, par exemple moi, à mon niveau, je dois avoir 5000, je ne sais plus combien de connexions sur LinkedIn, mais si on ne l'utilise pas, si les personnes continuent à chasser et que voilà, j'ai quand même 23 ans d'expérience maintenant, donc j'ai pu croiser énormément de personnes, et il suffit de leur passer un coup de fil en disant est-ce que tu peux m'introduire auprès de la bonne personne, ça prend 5 minutes, et 3 semaines après on peut être en face de la bonne personne, et donc ça va changer, c'est de savoir que on va participer à un événement en Italie, en Espagne, à Marseille, et qu'il y a telle personne qui vont venir, de les contacter en disant est-ce qu'on peut boire un café ensemble, ça facilite les choses aussi. Donc essayer d'être pertinent, essayer de préparer, d'utiliser les bons réseaux, les bons partenaires. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, chaque semaine, j'ai nommé un team lead prospection, pipeline, et qui réunit les équipes et on essaie d'apprendre. Il n'y a pas de science exacte, donc on essaie d'apprendre de chacun des choses qui ont fonctionné et de réorienter. Et on le fait. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Top. Ce que j'entends quand même pour cette partie prospection, c'est quand même un peu un retour en arrière, pas dans le sens négatif du terme, mais un peu
retour au basique finalement de qu'est-ce qui est la vente, hein. Quand je disais en pitch remettre l'humain au cœur du business, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire le referral, se faire recommander, aller sur les événements physiques, prendre un café. Finalement, c'est refaire du réseau, réapprendre à se connaître. Donc c'est plus seulement vendre son offre de produits et services, mais c'est aussi se vendre soit sa propre capacité à accompagner le client dans la réponse aux difficultés avec un outil. Est-ce que cette reformulation correspond à peu près à ce mécanisme-là? Complètement. Et c'est ce qui fait souvent la différence. Quand on gagne un deal, que le client va nous dire bah, vous êtes venu nous voir alors que les concurrents étaient en Zoom, déjà, c'est fini le télétravail. Je pense qu'à un moment donné, il faut revenir, si on veut travailler en équipe, travailler avec ses clients, c'est le relationnel qu'on va créer, c'est la confiance. Il achète auprès d'une personne. Et donc ça, c'est extrêmement important. Euh, et donc, j'ai toujours poussé mes équipes à retourner, à inviter leurs clients, à déjeuner, de créer cette relation. Et puis c'est un travail d'équipe, donc l'avant-vente, lui, il doit vraiment créer cette relation de confiance, devenir ce trusted advisor et être proactif. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas juste le commercial qui drive son cycle de vente, c'est vraiment, il peut se reposer sur son counterpart technique, value aussi, et qui va vendre cette valeur de la plateforme. Et effectivement, les cycles de vente peuvent être longs, surtout en enterprise. On fait beaucoup de travail d'évangélisation, d'éducation aussi du marché. Et puis derrière, ça peut se traduire avec un appel d'offres qui va prendre du temps. Et donc, on va être remis face à une concurrence qui peut deux fois être beaucoup moins chère, désespéré de gagner un deal. Et quand on a été là avant, quand on a créé cette relation, quand on a démontré qu'on est à même de les accompagner, quand on a des équipes aussi en place, en local, pour accompagner nos clients sur l'adoption, sur le déploiement, la mise en œuvre, ça fait la différence avec un partenaire étranger qui n'est pas là, qui n'a pas investi, qui donne le relais à un partenaire qui a pas fait partie spécialement du cycle de vente aussi et qui va se laver les mains de toutes les problématiques techniques. Là, il achète auprès d'Amplitude qui va être en amont. Après la vente, le commercial reste, est toujours là. Et puis il y a les équipes Professional Services qui mettent en œuvre, qui accompagnent. Et après les équipes CSM. C'est vraiment un cercle vertueux et une relation et un partenariat. Moi, je parle toujours de partenariat avec mes clients. La relation vendeur-fournisseur, enfin client-fournisseur, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. C'est un partenariat. On découvre la manière dont nos clients sont mesurés et on va leur proposer un accompagnement pour améliorer ça. Et donc, on doit rester là-dessus et son succès devient notre succès derrière. On parle pas mal avec des VP et Head of Sales. On est tous confrontés à la difficulté suivante, c'est comment réussir à remotiver les équipes à retourner sur le terrain et repasser du temps en présentiel, alors qu'ils pourraient enchaîner 3, 4, 5, 6 visios par jour et qu'ils ne voient pas forcément le ROI. Comment tu arrives ou qu'est-ce que tu conseillerais pour effectivement remettre ce dynamisme dans les équipes de on retourne sur le terrain, on pousse les rendez-vous physiques, on se redéplace chez le client même si ça bouffe une demi-journée du temps de travail. Comment on remet cette culture un peu du présentiel dans les bureaux? On parlait tout à l'heure du conversion rate. Et quand on reste derrière, on ne crée pas de relation et il n'y a pas vraiment d'histoire qui se crée avec le client. Et donc, si on ne sent pas et que le client ne nous sent pas, derrière, il peut se passer 3 semaines sans qu'il y ait de call et les choses n'évoluent pas. Alors que quand on est ensemble, qu'on va déjeuner, qu'on crée vraiment quelque chose, et je pense que ils sont intelligents et ils le comprennent et ils le voient par eux-mêmes. Donc, quand je suis arrivé, je leur ai demandé de m'emmener avec eux déjeuner. J'ai un de mes sales qui est à Londres. Il est là toutes les 2 semaines et quand il est là, il a un déjeuner par jour avec ses clients. Voilà, donc je veux pas spécialement le voir au bureau. Ce que je veux, c'est qu'il soit en clientèle. J'ai un autre sales qui s'occupe de Middle East. Il y est 2 semaines tous les mois. Et la relation qu'il a créée depuis des années, elle est forte. Donc, c'est du WhatsApp, c'est du Slack, c'est du Zoom. Et c'est tous les jours qu'ils sont en relation avec leurs clients. Ça échange. Tu parlais de compte enterprise. Comment tu définirais la différence entre un grand compte et un compte enterprise en termes de spécificité, de complexité du cycle de vente? Je pense que, alors, encore une fois, soit on le prend par la taille du client, et donc il y a toute cette complexité, et on prend des comptes du CAC 40
qui ont un groupe, des filiales en France, des filiales à l'étranger. Et donc c'est une stratégie qu'on va aborder qui est différente. C'est-à-dire que moi je pars du principe que le groupe ne nous a pas attendu pour faire un contrat. On a besoin d'aller travailler, on a besoin d'aller convaincre différentes filiales, différents métiers, différents pays. Et donc, c'est d'aller leur démontrer qu'on a réussi à transformer et par la preuve des projets qui ont été menés. Et ensuite, on va aller au niveau du groupe et on va aller globaliser tout ça et définir des conditions groupe qui vont permettre ensuite d'aller étendre naturellement grâce à ce contrat-là. Mais il y a tout le travail qui a été fait en amont. Et puis après, il y a des grands comptes par le montant du deal signé aussi. Et donc, pour moi, c'est deux choses qui restent cohérentes. C'est la capacité à signer des gros deals. Tu as pris ton poste donc en avril 2023. Tu as eu une très belle carrière déjà derrière toi, on en reparlera. Euh, c'est quoi tes best practices que tu donnerais à un autre VP ou un autre Head of Sales qui arriverait dans une boîte tech, une solution SaaS ou autre? Quels seraient pour toi les premiers jalons qu'il devrait poser? Sur quoi son regard devrait se porter? Sur l'équipe, sur la taille du portefeuille client? Comment tu fais tes premiers mois, toi, en tant que VP? Je pense qu'on arrive avec plein de bonne volonté et déjà, il y a des équipes en place. Et il y a un certain respect et apprendre à connaître les équipes qui ont fait des choses superbes, qui ont aussi un historique, qui ont aussi des difficultés sur certaines choses par rapport à un passé, par rapport à des situations. Et donc la première chose, plutôt que d'essayer de mettre ses propres jalons, c'est d'écouter. Et c'est d'observer. Et c'est pas en quelques semaines. Et on a vite tendance à faire l'erreur de vouloir arriver en disant je vais t'aider, je vais te supporter, sans pour autant connaître, et d'aller trop vite. Et je pense qu'il faut bien comprendre comment les équipes fonctionnent, bien comprendre chaque personne. Et avec la vingtaine, trentaine de personnes qu'il y a au bureau, j'ai passé beaucoup de temps avec chacune de ces personnes individuellement pour comprendre le fonctionnement du bureau, comprendre les enjeux, comprendre les difficultés, comprendre les succès aussi, et, euh, et gagner leur confiance. Et je pense que, encore une fois, c'est une relation d'équipe. Et moi, je suis très tourné vers les people. Et je pense que quand on leur donne, ils nous redonnent 10 fois plus, le fameux 10x. Et c'est un investissement que je souhaite faire auprès d'elles. Mais il faut gagner leur confiance aussi par la valeur qu'on va leur apporter. Donc, s'ils ne voient pas ce qu'on va leur apporter, ils vont faire du pushback aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas participé au cycle de recrutement aussi, donc qui vont être dans l'observation. Et donc, faut s'amadouer, il faut apprendre à se connaître, il faut comprendre comment aider chaque personne différemment. Euh, et puis comprendre aussi comment, effectivement, on va les aider, comment on va les supporter. Et manager des personnes, c'est avant tout leur faire comprendre comment on va les supporter et les aider à être successful. Et ça a été différent pour chacune d'entre elles. Donc, et c'est vrai que sur mes 2 dernières expériences, j'ai construit des équipes from scratch. Là, je suis arrivé avec une équipe déjà existante. Et, euh, et je pense qu'il y avait besoin aussi de comprendre que j'allais pas tout transformer, pas tout révolutionner, que j'allais pas vulgairement virer tout le monde et reprendre des nouvelles personnes. Au contraire, moi, je voulais essayer de comprendre et comment essayer de les aider et d'être encore meilleur et d'évoluer avec eux. Et justement, c'est quoi le plus facile entre créer une équipe from scratch et de reprendre une équipe déjà existante? C'est deux enjeux complètement différents. Créer une équipe from scratch, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande un esprit entrepreneurial. Et d'un autre côté, c'est du recrutement. Donc les personnes ont été recrutées par vous, donc elles ont choisi de venir vous rejoindre. Et donc vous avez cette relation automatiquement qui est beaucoup plus simple. Par contre, il faut apprendre à recruter, à pas se planter et à recruter les bonnes personnes. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Alors que quand on arrive dans une équipe existante, il faut apprendre à se faire accepter et à comprendre. Et ça prend du temps aussi. Donc, les enjeux sont différents. Il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre. Ça va dépendre des différents profils. En tout cas, moi, j'en tire beaucoup. Et c'était intéressant de faire quelque chose de différent aussi là. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais comme de créer from scratch non plus.
Et puis les attentes sont là, puisque vous avez une équipe qui est déjà en place, donc vous avez des objectifs en fonction aussi. Et donc s'il y a des transformations, s'il y a des choses à mettre en place, il faut que l'équipe vous suive. Quand on impose des choses aux gens, ils n'ont pas spécialement envie de vous suivre, donc encore une fois, il faut qu'ils comprennent, faut qu'il y ait faut le temps que ça se mette en place, faut qu'il y ait de la communication et gagner cette Et ça prend combien de temps, confiance. selon toi, quand tu récupères une équipe? Parce que je pense que, bon, on n'est pas abonné, oui, il y a une période on se renifle un peu les fesses, ou on va appeler ça plus poliment la période Petit Prince, où on apprend à se connaître. Mais je pense que si on te recrute, ou quand on recrute un VP Sales, c'est aussi pour amener du changement, un dynamisme, des solutions à des problèmes. Comment on fait face à ces difficultés? Est-ce que on peut rencontrer de la résistance au changement? Est-ce que on sort en plus, j'imagine, des cadavres dans le placard, comme dans toutes les boîtes? Comment réagir, et à partir et sous combien de temps on peut se dire, bon bah écoutez, voilà, on a appris à se connaître, voilà les problématiques, voilà où on veut aller, je vais vous aider à aller là. Mais à partir de quel moment on peut s'autoriser à commencer à imposer sa propre vision des choses, parce que c'est la raison aussi pour laquelle, en tant que head of ou en tant que VP, on est recruté. Je pense que le fait d'aller voir chacune des personnes, le fait de m'intéresser à elles, le fait de venir faire, enfin de venir aussi, de faire venir des personnes des US pour faire des ateliers de team building, de choses comme ça, d'essayer de faire sortir les choses aussi, et ensuite de leur montrer qu'on les comprend et qu'on est là pour les accompagner, et qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui se font, il y a toujours de la résistance. Donc ces résistances, je pars du principe, et tout management dira la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu es dans le bus, soit tu ne l'es pas. Et en tout cas, le bus est parti. Moi, je parle plutôt du bateau, j'ai le capitaine du bateau, et on a tous envie de faire partie d'un bateau successful qui arrive à bon port, et personne n'a envie d'être successful dans un bateau qui va échouer. Donc tout le monde doit être aligné. S'il y a des personnes qui ne le sont pas, c'est leur choix, mais ces personnes doivent prendre la responsabilité, et à un moment donné, si elles ne sont plus à bord, elles s'en vont par elles-mêmes. Mais en tout cas, celles qui restent, elles sont mobilisées, et il faut penser à ces personnes-là. Et donc, je pense que ça prend quelques mois, 1 ou 2 trimestres, mais aujourd'hui, on vient de fêter on vient de faire notre fête de Noël, et je pense que c'est le jour et la nuit, tout le monde était voilà, un esprit d'équipe comme on a tous envie de le voir. Et depuis la rentrée des vacances d'été, on va dire, ça a pris 4 mois, 4-5 mois. On est tous focalisés sur le même objectif. Et là, on va faire un 4e trimestre de folie. Donc, je suis content. Parce que justement, l'année 2023, comment tu l'as vécu, et comment tu sens l'année 2024 là? Écoute, quand tu arrives, il y a toujours les observations, et tu peux pas avoir un impact direct. C'est le temps que ça se mette en place. Donc, moi, j'estime qu'il faut 1 à 2 trimestres. Il faut faire les changements rapidement qui s'imposent. Il faut proposer une stratégie et des changements rapidement, mais le temps que ça se mette en place. On parlait de pipeline tout à l'heure. Tout ce qui n'a pas été sourcé en pipeline se ressent 2 trimestres après. Donc, tu hérites. Donc, par contre, tout ce que tu mets en place se ressent 1 ou 2 trimestres après. Là, on y est. Je suis dans mon 3e trimestre. Et donc, on verra, hein, il nous reste encore une dizaine de jours, on est en plein dedans, mais je pense que 100% de mes équipes vont être successful et vont faire leur objectif. Et donc, c'est top. Parce que ça a été un marché qui a été quand même très touché, non, en 2023, le marché de la Martech, de manière générale. Le marché, effectivement, est compliqué. Hein, notamment, COVID, parce que tous les marchés ont piqué. Tout ce qui est autour du digital, hein, et pas seulement l'engagement client, mais vraiment tout ce qui a été digital, il y a eu un engouement très fort. Il fallait bien continuer à engager auprès de ses clients, que ce soit des restaurants qui ont fait de la livraison, qui ont fait des choses. Personne n'a été à l'arrêt, et donc il a fallu engager. Et pendant 2 ans, le Covid a été fou, a été un développement. Et puis après, les gens sont revenus. Les magasins sont ouverts, et donc la réalité du marché était là. Donc on le voit d'un point de vue économique, on le voit d'un point de vue du marché, des actions, des expectations aussi des investisseurs. Donc il faut savoir s'adapter, et donc effectivement c'est des bonnes prouesses de voir qu'on atteint nos objectifs, et la croissance est là, quoi. Ça, c'est top, c'est top.
Surtout qu'on a quand même des signaux marchés qui sont très différents. On parle de récession, en parallèle de ça, on voit que ça redémarre fort effectivement aux US. On voit qu'il y a des secteurs qui ont réussi à trouver de la rentabilité après des grosses séries de layoffs. Alors, celui qui sait ce qui va se passer en 2024 serait Warren Buffett. Mais est-ce que toi, déjà, tu as un peu des projections? Je pense qu'il faut savoir aussi s'organiser en fonction. Et donc, quand on parlait de propensité à acheter, c'est vraiment là. C'est comment on va s'organiser pour cibler les bons marchés, les bons clients. Après, j'en parlais tout à l'heure, mais le value selling, c'est aujourd'hui, on n'est plus à faire 2 démos et on repart avec un bon de commande. Enfin, moi, je l'ai jamais connu, mais j'entends sur le marché qu'il y a eu ça. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment démontrer le ROI, la valeur qu'on va apporter au client pour qu'il puisse sortir son budget. Et donc, c'est là que la différence se joue. C'est que les budgets sont restreints, on demande de faire des économies, mais si nous, on ne va pas démontrer ce que le client va permettre d'atteindre comme objectif, euh, j'en parlais tout à l'heure pour Canal+, mais si je prends l'exemple du Monde, avec les changements qu'on a pu apporter sur la conception du site, ils ont augmenté de 46% leur taux de conversion en abonnement et 20% le nombre d'abonnements numériques. Clairement, il y a une valeur. Et donc, on ne parle plus du montant de l'investissement qui a été fait, on parle de valeur, de choses qui ont permis d'atteindre des objectifs et de se transformer. Et donc là, ça fait aussi un vrai enjeu. Si je regarde mes concurrents qui, eux, essaient de vendre des features ou une solution, alors que nous, on essaie d'apporter de la valeur business, bah, c'est ce qui permet aussi de créer cette relation de partenariat et de confiance et de débloquer les bons budgets. Est-ce que tu peux nous parler, Jérémy, un peu de ton parcours? Comment ça se fait que là, aujourd'hui, tu sois arrivé chez Amplitude? Quels ont été un peu les différents marqueurs de ta carrière? Par quoi t'es passé? Pourquoi t'as choisi un parcours sales? Quelles ont été les différentes étapes? Alors moi, j'ai commencé ma carrière en apprentissage. J'étais en école de commerce et j'ai fait ma dernière année d'école de commerce chez IBM. Ok. Voilà. Et pour me payer, j'ai toujours travaillé pour me payer mes Qui études. était, il y a une vingtaine d'années, une très belle école de vente. C'était the place to be. À l'époque, la software chez IBM, c'était là où il fallait être. Donc, je remets dans le contexte. Et là, il y avait une société franco-française qui s'appelait Bull. Il y avait HP Software. Il n'y avait pas toutes ces boîtes américaines là. Et effectivement, c'était une école de vente formidable. D'ailleurs, mes 6 premiers mois, après avoir fait mon école, fini mon école de commerce, donc j'ai fait cette année, on parlait d'e-business. Donc l'enjeu d'IBM, c'était de se transformer et de basculer en direct, puisqu'on passait beaucoup par des partenaires, que ce soit sur la livraison de hardware, de serveurs. C'était beaucoup plus simple de passer par des partenaires. Par contre, le software, c'était mieux de le faire en direct, mais on passait par des revendeurs qui prenaient de la marge. Et donc, on parlait d'e-business, c'était d'avoir des sites extranet, de pouvoir, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais qui était de pouvoir avoir accès à sa maintenance, avoir des conditions particulières, de pouvoir souscrire. Et donc, j'ai démarré cette carrière, j'ai toujours été en charge de grands comptes. Toujours dans le software, donc c'était en 2000, juste après la bulle Internet. Euh, Après les événements du 11 septembre. Donc c'était aussi un enjeu difficile économiquement. Et j'avais en charge la supervision des serveurs, ça s'appelait Tivoli, et le stockage en ligne. Et j'ai beaucoup appris de mes pairs qui étaient beaucoup plus anciens. J'avais des pairs de copains aussi qui en faisaient partie. Et donc j'ai toujours travaillé pour me payer mes études. Et je travaillais à la FNAC et je vendais des abonnements téléphoniques pour Bouygues, pour ne pas les nommer. Et donc, j'ai vendu un abonnement à une personne avec l'assurance, avec la pochette, avec tout ça, avec le téléphone. Et il s'est avéré que c'était un manager chez IBM, Karim, qui m'écoutera peut-être, et qui m'a embauché, qui a pris le pari, et donc qui m'a formé. Et donc, derrière, je suis resté 4 ans et demi chez eux, où j'ai appris. Et puis, j'ai reçu un jour un appel de Google, entreprise, qui m'a dit il y a un sales et un avant-vente en France, on vend des Google Search Appliances. Donc, c'était le moteur de recherche qu'on mettait dans les racks dans l'entreprise, qui permettait de faire le moteur de recherche dans les applications internes pour les employés. Puis je me suis dit, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'étais en charge des plus grands comptes en France. J'avais fait des belles années. J'avais commencé à acquérir quand même une certaine expérience des cycles de vente, de la manière de faire.
Et je me suis lancé, donc j'étais le deuxième commercial. 2 mois après, ils ont sorti Google Suite for Business, donc Google Apps pour entreprise à l'époque, où j'ai participé au recrutement des premiers early adopters. Et à l'époque, c'était une vraie transition de dire à un DSI, on va mettre tes emails à l'extérieur de l'entreprise. C'était no way. De ne pas contrôler. Et c'était compliqué déjà à l'époque. Donc j'ai connu cette première révolution de basculer sur un site, de faire du e-business, quelques années après de faire du cloud. Et puis au bout de 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une solution par l'intermédiaire d'un partenaire de faire du social business platform avec, à l'époque, on parlait de NetVibes, iGoogle, qui étaient des custom start page. Et donc j'ai senti qu'il y avait un marché de construire un tableau de bord personnalisable, une page d'accueil personnalisable pour faire sa curation avec toutes les informations qui venaient de l'extérieur, mais aussi les informations dont j'avais besoin pour prendre des décisions plus rapides au quotidien, travailler en équipe, et puis partager ça dans des groupes d'intérêt. Et là, on parle de fin 2007, et c'était le début de Facebook. Et voilà, c'était à ce moment-là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pendant 4 ans. Et donc, d'aller chercher des fonds, voilà. Et à l'époque, quand j'ai créé l'entreprise fin 2007, 2008, c'était la crise économique. Donc, lever des fonds à ce moment-là, c'était compliqué. C'était pas organisé comme aujourd'hui. Voilà. Mais pendant 4 ans, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Puis en 4 ans, je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai acheté un appartement. Et puis on se rend compte que le time to market est important. Il faut savoir à un moment donné aussi prendre des décisions importantes. Et donc, j'ai eu la chance aussi de rejoindre Microsoft à un autre moment stratégique pour eux, qui était la création d'Office 365. Et face à une concurrence à laquelle j'avais participé 4 ans auparavant avec Google, qui commençait à faire ses fruits, puisqu'ils avaient des grands clients français comme Valeo, Auchan, Decathlon. Et donc, participer à cette nouvelle transition, cette nouvelle transformation importante pour Microsoft, basculer d'un mode licence maintenance à un mode souscription en ligne avec Office 365, avec une compétition intéressante, on va dire, face à Google, a été quelque chose d'enrichissant. Donc j'ai fait 3 jobs différents en 3 ans chez Microsoft, où j'ai fini dans une équipe globale en charge des grands clients français de la transition et d'accompagner les équipes en place sur cette transition vers le cloud. Parce que c'était aussi une grande transformation en termes de legal, de contractualisation. Il y avait l'apparition des réseaux sociaux, de souscription. Donc c'était vraiment quelque chose de différent. Et puis Box.com, qui faisait aussi du collaboratif en ligne, grosse concurrence avec SharePoint et avec OneDrive, est venu me chercher pour monter le business en France. Top. Donc Jérémy, l'homme des moments clés, des gros GAFAM et des boîtes tech américaines. Non, je dirais pas ça, mais c'était en fait d'avoir connu ces grandes transitions, ça nous permet aussi d'avoir quelque chose d'intéressant à vendre. Et cet esprit entrepreneurial, de construire, de participer à cette transformation et donc d'apporter une certaine expérience. Et donc j'ai construit cette équipe from scratch aussi, où j'ai rejoint chez Box une équipe de 3. Il y avait marketing, avant-vente et sales. Et on a été pendant 5 ans. J'étais en charge après de la France, l'Europe du Sud, Middle East. J'ai même fait la transition pour Nordics. Donc ça m'a permis aussi de voir plein de choses, plein d'autres régions également. Et puis ensuite, Twilio, qui démarrait sur le marché français, qui se lançait. À l'époque, qui était 2700, qui a été jusqu'à 8000, qui a eu un développement fulgurant pendant le Covid aussi. Je suis passé de 1 à 60 personnes en 2 ans. Et puis voilà, au bout de 3 ans, amplitude, toujours aussi essayer d'avoir une rupture dans l'approche de l'engagement client, essayer d'apporter plus de valeur à nos clients. Super parcours. Alors le temps avance. Avant de conclure, quand même, 2 questions rapides. Première pour notre communauté de sales qui nous écoute. Est-ce que Amplitude recrute et est-ce qu'ils peuvent vous envoyer un message pour postuler chez vous ? On peut toujours nous envoyer un message. On est en pleine préparation du plan 2024. Donc je ne peux pas dire encore aujourd'hui le type d'opportunité, mais effectivement, il y aura des opportunités. Les fameux budgets de fin d'année. Exactement. Et puis effectivement, dans ces périodes
économiquement compliqué, c'est en ayant des bons résultats aussi qu'on va pouvoir demander une croissance plus importante et demander aussi des rôles supplémentaires. Et donc, c'est à nous de démontrer pour pouvoir demander d'autres choses. Donc, j'espère effectivement qu'avec un bon quatrième trimestre, un bon premier trimestre, on aura encore plus d'opportunités. J'en suis sûr. Et comme ça, en plus, si jamais t'as pas assez de postulants, tu pourras me passer un coup de fil et tu sais on est toujours là. Absolument. Dernière question. Si je devais interviewer une personne après toi, dans l'idéal, ça serait qui? Est-ce que tu as un nom qui te vient en tête quand je te pose cette question? Bonne question. Écoute, j'ai mon ancien leader Enterprise chez Twilio qui démarre je pense, une belle histoire chez Neo4j. Il s'appelle Adrien Boulade. Et je l'ai connu SDR chez Box. Il a évolué sur un rôle DI, sur différents rôles DI jusqu'à Enterprise. Il a démontré, il a toujours été motivé. Aujourd'hui, il est country manager chez Neo4j. Et je pense que ce qu'il vend est très intéressant sur les 2-3 prochaines années à venir et ce qu'il est en train de monter aussi. Donc, quelqu'un aussi qui a un parcours atypique et très enrichissant et très dynamique. Eh ben formidable, Adrien, je te passerai sûrement un coup de fil. Jérémy, encore une fois, un grand merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir fait tout ce trajet. Voilà, j'arrêterai pas de te taquiner avec ça, mais ça sera ma blague du jour. Et comme on dit, c'est c'est de toujours pas me perdre sur le retour. Voilà, exactement. Beaucoup d'informations. J'ai beaucoup appris encore une fois aujourd'hui. Donc merci pour notre échange. Merci à tous nos auditeurs de We Are Sales by DCS d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle année 2024 puisqu'on publiera sûrement ce podcast entre mi-janvier et mi-février. Bon courage pour le Q1 2024 qui va être haut en couleur. Moi, je suis sûr effectivement que le marché va bien redémarrer. Il a commencé à redémarrer. Une chose est sûre, c'est qu'un mindset de conquête dans les équipes sales fera toute la différence. Et je rejoins aussi Jérémy dans la nécessité effectivement du lien tutu personnel qu'on doit construire avec nos clients et surtout toujours continuer à travailler sa value selling. Je pense que ça sera effectivement le meilleur conseil qu'on pourra donner sur l'année 2024. Je vous dis à tous à très bientôt. Jérémy, on se continue avec un petit verre pour suivre notre échange. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Pierre-Michel.